Bonjour et bienvenue sur la rubrique Le sens de la vie de la chaîne Mon Beau Fauteuil. Je suis Cécile Méret, tapissier artisan d'art. Je suis formatrice en tapisserie de siège et coach. J'accompagne des femmes qui veulent se reconvertir en tapisserie de siège dans leur nouvelle vie et je leur apprends la technique mais aussi la manière de conduire leur entreprise quand elles vont la lancer. Alors aujourd'hui, dans la rubrique Le sens de la vie, je vais vous présenter Maëlys Dorn. Maëlys Dorn est architecte d'intérieur et elle est aussi formatrice. Elle a une approche très particulière et qui lui est propre de l'architecture d'intérieur et qui est très intéressante parce qu'elle a un regard très différent de ce qui se fait en général dans le monde de l'architecture d'intérieur. Elle va vous en parler dans cette interview et notamment elle a une approche globale et participative. Elle est très attentive à ce que, à former des gens qui vont créer une communauté qui va se soutenir et être un véritable et devenir de vrais partenaires. Les gens vont devenir de vrais partenaires entre eux. Et ça, c'est une valeur qui m'est très importante et que je mets aussi en avant dans ma formation pour créer une nouvelle communauté de tapissiers du 21e siècle. Donc Maëlys, elle va vous parler de la manière dont elle voit l'architecture d'intérieur. Et c'est très intéressant parce qu'on a parlé de la place du fauteuil dans la maison et dans l'architecture d'intérieur. À quel moment est-ce que l'on doit, selon elle, commencer à s'inquiéter des meubles et notamment des sièges? Je vous laisse avec Maëlys et j'espère que tout ceci va vous intéresser. Je suis certaine que vous allez apprendre plein de choses. J'en ai appris moi-même. Voilà, c'était une interview très intéressante. Allez, clap! Salut. On vient de faire le clap. Je suis avec Maëlys Dorn, elle est la spécialiste de l'architecture d'intérieur. Bonjour à tous. Pertinent. Architecture intérieure pertinente. Ouais. Eh ben, elle va nous expliquer ce que c'est tout de suite et je suis sûre que ça va vous passionner. Elle va même nous parler de la place des fauteuils dans la maison. Ok? Salut, salut Maëlys. Salut Cécile. Alors, vas-y, raconte-nous qui que t'es, où que t'habites. Où tu habites et tout. Je disais qu'on disait avant que tu démarres l'enregistrement qu'on allait essayer de faire une interview qui soit pas chiante, quoi. Hein. Donc, on va essayer d'aller droit au but et d'apporter un peu de valeur à ceux qui nous regardent. Super. Ok. Alors, où que j'habite, tout le monde s'en fout, mais j'habite à Bordeaux. Ok, très bien. J'habite à Bordeaux, mais je travaille pour le monde entier, n'est-ce pas, grâce à la magie d'Internet. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu voulais savoir ce que c'était l'architecture d'intérieur pertinente? Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu entends par pourquoi pertinent? Alors, pourquoi pertinent? Eh ben, c'est une excellente question. Si je te dis architecture d'intérieur, ça te fait penser à quoi? Aménagement de la maison, organisation, optimisation. Ah, d'ailleurs, c'est le nom de ton site. J'optimise mon espace. Optimisemonespace.com. Voilà. Ouais, tu dis ça parce que tu me connais peut-être un petit peu. Mais architecture d'intérieur, souvent, quand on a le mot architecte d'intérieur, on pense à décoration. Il y en a beaucoup aussi qui pensent que architecte d'intérieur et décoratrice, c'est la même chose. L'architecture d'intérieur pertinente, elle repose sur 4 piliers qui sont le sur-mesure, le durable, le rentable et le partage. Donc, le sur-mesure, parce que avec la méthodologie que j'applique et que j'enseigne, on est vraiment centré sur l'habitant et non plus sur la mode, la décoration, les couleurs qui vont bien parce que c'est tendance, etc. On conçoit une maison pour un habitant et pour des cohabitants, c'est-à-dire les membres d'une famille. Ils vont vivre ensemble, mais ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas toujours le même sexe, ils n'ont pas les mêmes goûts, ils n'ont pas les mêmes aspirations dans la vie. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qui est peu travaillé en règle générale. C'est cette notion de cohabitation. Où en fait les membres d'une famille doivent vivre dans la même maison, dans les mêmes lieux, partager la même salle de bain, la même cuisine, etc. Et pourtant, ils n'ont pas la même taille, etc. Et ils n'ont pas forcément les mêmes habitudes de vie. Donc, c'est comment on fait pour comprendre chacun et comment on fait pour les faire vivre ensemble correctement
et pour que tout se passe bien, pour éviter les scènes de ménage, les tensions, les choses comme tu as pu avoir tout à l'heure avec ton mari qui t'a demandé de parler moins fort, par exemple, parce que tu as oublié de mettre des portes chez toi. Vous allez tout savoir, effectivement. On m'a demandé de parler moins fort parce qu'il n'y a pas de porte chez moi. Voilà. Et du coup, tu disais, ça n'a rien à voir avec la décoration d'intérieur. Parce qu'en fait, la déco, c'est juste de mettre la couleur sur les murs et des tissus. Alors, la décoration, ça fait partie de l'architecture d'intérieur, mais c'est une petite partie, on va dire, du métier. Enfin, une petite partie. Non, c'est hyper important. La décoration, ça fait partie de l'optimisation d'espace. Enfin, ça participe, on va dire, à l'optimisation d'espace, mais dans le sens où la façon dont tu vas appliquer la couleur, donc tu vas choisir ta couleur aussi, et la façon dont tu vas choisir le sens de tes lames de parquet en fonction du sens de la largeur ou de la longueur de la pièce, ça va participer à une sensation de plus d'espace ou pas. Donc ça, c'est de la déco? Ça fait partie de la décoration, oui. C'est pas de l'architecture, ça? L'architecture d'intérieur, c'est beaucoup plus, on va complètement repenser l'espace. Voilà. En cassant ou pas des murs, hein, mais c'est vrai que souvent, quand je passe dans un endroit, il y a souvent des murs qui sont cassés. Et tu mets des portes, toi, une fois que tu as cassé les murs? Ah oui, moi, je mets toujours des portes, oui. D'accord. J'aime bien pouvoir fermer la porte, oui, effectivement. Je mets pas des portes de partout, hein, quand c'est pas nécessaire, je n'en mets pas, mais effectivement, le truc des pièces toutes ouvertes, etc., je trouve que ça peut créer un malaise. Effectivement, tout est ouvert. Mais après, c'est moi. Peut-être j'ai des clients, c'est pas le cas, tu vois, mais j'aime bien avoir les deux possibilités, que tout soit ouvert, mais qu'à un moment donné, on ait la possibilité de fermer. Par exemple, avec des portes coulissantes qui vont disparaître dans des murs, mais que voilà, le jour où on a envie de s'enfermer, on peut quand même s'enfermer. Voilà. Okay. Et alors, tu fais ça depuis longtemps? Tu as dit on n'apprend pas ça à l'école, tu as appris ça où, toi? Eh ben, j'ai appris ça sur le terrain, comme tout le monde, parce que c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école, le métier d'architecte d'intérieur. Il n'y a pas de formation d'architecture d'intérieur? Il y a plein de formations. Tu peux aller jusqu'à Bac+5 pour être architecte d'intérieur. Et tu vas apprendre les normes qui concernent les établissements recevant du public. Comment tu fais un bar, un restaurant, un musée, un magasin, voilà, de toutes sortes de boutiques, etc. Comment tu respectes les normes pour recevoir les personnes à mobilité réduite, pour les incendies, pour le respect, par exemple, dans les restaurants, par où passe le sale, par où passe le propre, il faut que ce soit des circuits bien indépendants, etc. Tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas apprendre à te servir aussi des logiciels, etc. Mais au bout de 5 ans, tu ne seras jamais allé sur le terrain. Tu ne seras jamais allé sur un chantier. Tu n'auras jamais, ne serait-ce que, tu vois, frappé pour savoir si tu as… Ça, c'est un mur en béton. Et celui-là… Ah bah ça, c'est juste un plaquage, tu vois, juste ça. Voilà, est-ce que c'est un mur, est-ce que c'est une cloison, tu vois, tout ça, tu ne t'apprends même pas à l'école. C'est vrai? Non, tu n'as pas appris à te servir d'un mètre pour faire un métré, donc tu ne sais pas faire un métré correct. Tu n'as jamais été au contact du client, donc tu ne sais pas vraiment comprendre et anticiper surtout les besoins du client, qui sont souvent des besoins non dits, donc il y a énormément de psychologie, tout ça, tu n'apprends pas évidemment à l'école. Et surtout, tu n'apprends pas à construire ton entreprise, à construire ton métier et à en vivre, en fait. Oui, ça, voilà. Je confirme. On n'apprend pas à construire une entreprise, ça. Ouais. Mais par contre, je suis hyper surprise qu'on n'apprenne pas tous les trucs techniques. C'est quoi ces écoles? Eh bien, écoute, ce sont des écoles qui te forment à beaucoup de théorie. Comme mais dans l'architecture d'intérieur, c'est vraiment flagrant. Ce sont des écoles qui te forment à beaucoup de théorie. Et c'est pour ça que j'ai créé l'atelier Home, qui est la seule formation où tu apprends de façon très concrète, puisque tu apprends l'architecture d'intérieur tout en concrétisant un vrai projet. Tu démarres d'un vrai projet. Déjà, tu apprends à trouver ton premier client. Donc, tu utilises ta première toile de réseau avant même d'avoir commencé la formation. Et tu concrétises un vrai projet étape par étape. Tu apprends à mesurer ton espace, tu apprends à faire un plan d'état des lieux à l'échelle, tu apprends à comprendre et à anticiper les besoins des clients, tu apprends à optimiser l'espace en global, ensuite en détail, pièce par pièce, l'ergonomie, la décoration, le volume, la lumière, le plan électrique. Donc, tu apprends vraiment tout. Et tu apprends également le suivi de chantier pour un chantier sans stress. Ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas non plus à l'école et que tu mets des années à comprendre sur le terrain. Et ça peut être très, très long, effectivement. Donc, c'est une façon d'apprendre
plus rapidement. Voilà. Je voulais te demander un truc, moi. En fait, je me suis dit, bon, ok, moi, je fais des fauteuils. J'apprends aux gens à faire des fauteuils, tout ça, à voilà, à développer ce business, un business autour de la restauration, de la création de fauteuils et tout ça. Et un fauteuil, ça va dans une pièce, hein, normalement. En général, bon, c'est vrai, il y en a dehors, mais souvent, ça va dans la maison. Et c'est un objet qu'il y a dans quasiment toutes les pièces. Oui. Alors, tout à l'heure, quand on était entre nous, je t'ai dit, ouais, même aux chiottes, il y a des fauteuils. Mais toi, tu m'as dit, oh, pas toujours. Alors, je voudrais bien que tu m'expliques pourquoi pas toujours. Ah non, tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit, on s'assoit partout, même aux chiottes, on s'assoit. Je t'ai dit non, pas toujours, effectivement. Bah, oui. Les chiottes à la turque, t'es accroupi, les pissotières, t'es debout. Ouais, c'est vrai, d'accord. Ok, voilà. D'accord. Et alors, la place du fauteuil dans la maison, c'est quoi? Tu en tiens compte dans l'architecture? Alors, oui, mais avant de répondre à ta question, j'aimerais juste terminer de répondre à la question précédente, puisque tu m'as demandé l'architecture d'intérieur pertinente. Il repose sur 4 points. Il ne manque plus que le premier point, mais je vais aller très vite sur les 3 autres. Donc, le premier point, j'ai dit que c'était le sur-mesure. Le deuxième, c'est le durable. Donc, le durable, ça veut dire une maison qui prend soin de toi, de ta santé, de celle de tes cohabitants ou de tes locataires si tu es loueur en meublé professionnel, par exemple, ou non professionnel. Une maison qui prend soin de la planète, évidemment, par les matériaux que tu vas utiliser, la façon dont tu vas travailler, recycler, upcycler, etc. Et le rentable, c'est un pilier qui est essentiel aussi parce que si tu conçois un projet sans cette notion de rentabilité, bah, tu es au pays de, comment tu disais tout à l'heure, oui, des bisounours, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est quoi un projet rentable? Eh bien, en fait, si tu te lances dans un projet en disant j'ai pas de limite, ou alors que tu vas faire un projet mais sans penser à justement à cette rentabilité de ton projet, soit parce que c'est une maison que tu vas mettre en vente un jour, donc à ce moment-là, il faut que les travaux que tu aies faits, que ça lui apporte une vraie rentabilité, une vraie plus-value. Ou bien c'est un appartement que tu as acheté dans le but de le louer et que si tu as envie de toucher plus de loyer, il faut que tu apprennes à optimiser ton espace de façon à ce que tes locataires soient prêts à payer plus cher, soient prêts à rester, à te recommander le jour où ils partent. Tu n'as même pas besoin de faire de la pub parce que tous leurs copains sont déjà sur le coup pour pouvoir récupérer l'appartement, etc. Et puis, si tu as un projet qui est pour toi et que tu n'as absolument aucune intention de vendre ta maison un jour, tu dois quand même penser au fait à cette rentabilité dans le sens où les travaux que tu fais aujourd'hui, tu dois penser à mon besoin aujourd'hui, mais mon besoin dans 10 ans aussi. Et c'est peut-être pas le même parce que tes enfants, ils auront grandi, ils seront peut-être partis de la maison. Ah, dis donc, ouais, c'est vachement complexe alors. Mais oui, voilà, c'est ce que je te dis. Ça ne s'apprend pas à l'école, mais voilà, moi j'apprends. Donc en fait, tu apprends aux gens quand ils ont une maison. Par exemple, moi je vais m'acheter une maison, d'accord il faut que je refasse tout à l'intérieur. Donc en fait, il faut que je prévoie. Je me dis, je vais la garder. Il faut que je prévoie à mes besoins aujourd'hui et mes besoins quand j'aurai 70 ans. T'as quel âge? J'ai 47 ans. Non, mais 70 ans, peut-être pas, mais tu peux y réfléchir. En fait, l'idée, c'est que si tu sais que dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 15 ans ou dans 5 ans, peut-être, quand tu es à Alger, par exemple, il y a beaucoup de retraités, quand ils se mettent à la retraite, ils refont leur maison parce que c'est un moyen de se réapproprier justement cette vie, de retour à la maison, après vie dédiée au travail où on a un peu laissé de côté la maison. Tu refais ta salle de bain quand tu es jeune retraité, tu es encore en pleine forme. Mais tu peux te dire que dans quelques années, peut-être, tu seras plus si en forme que ça, que la douche, ça n'ira pas. Il te faudra peut-être une baignoire avec des barres, avec des machins, enfin, ou inversement. Bref, il faut… tu peux te faire… Tu vas pas te faire une salle de bain pour quand tu seras pas bien. Tu vois, c'est idiot. Bah ouais. Par contre, tu peux te faire une salle de bain pour aujourd'hui tout en anticipant des éventuels futurs changements qui seront faciles à mettre en œuvre ensuite. Ah, d'accord. Ok. C'est ça que tu appelles optimiser.
C'est que Oui. tu vas faire quelque chose que s'il faut faire une transformation future, ça sera facile à faire. Parce que tu l'as déjà pensé en amont. Et tu n'auras pas besoin de casser un mur pour agrandir parce que sinon la douche ne rentre pas ou parce que je ne sais quoi. Enfin, tu vois, quand tu as une chambre ou que tu fais un bureau, par exemple, Ouais. tu te dis que ce serait bien qu'un jour ce soit transformable en chambre parce qu'aujourd'hui ma chambre elle est à l'étage et peut-être un jour j'aurai besoin d'être au rez-de-chaussée parce que j'aurai plus toutes mes capacités ou j'en sais rien. Il faut à ce moment-là que tu prévois, que tu regardes, est-ce que je pourrais mettre un lit, comment, est-ce que je pourrais mettre un placard dressing, etc. En fonction de ça, la porte d'entrée dans cette chambre, elle va peut-être pas être au même endroit et plein de choses comme ça. Donc, donc il faut anticiper. C'est ça le truc, voilà. Et la notion de partage, eh ben, c'est une notion que malheureusement est assez peu commune dans le métier d'architecte d'intérieur. C'est un petit peu, on va dire, chacun pour sa gueule, quoi. Pourquoi tu dis ça? C'est un métier où on ne se donne pas forcément tous nos trucs, on ne va pas se donner nos clients. Les anciens ne vont pas avoir tendance à aider les jeunes, etc. Et c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Et toi, tu luttes contre ça? Bah ouais, moi j'aime bien qu'on se partage les choses. J'aime bien au contraire qu'on se considère pas comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires, qu'on s'enseigne les uns aux autres. Et c'est un peu cette ambiance-là qui règne au sein de l'atelier Home ou quand j'ai organisé le séminaire Homer Day où j'ai invité plein de gens qui participaient à cette notion d'architecture d'intérieur pertinente et plein de professionnels qui ont partagé un petit peu comment ils travaillaient, etc. Voilà. Et donc là, tu nous as parlé vraiment du cœur de ton métier, mais du coup, je reviens à mon autre question. Hein, oui, mais tu as raison. On s'assoit dans toutes les pièces. Ouais, est-ce que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, le mobilier et particulièrement les sièges? Tout à fait. Alors, en fait, la méthodologie avec laquelle je travaille en optimisation d'espace, je l'enseigne à des architectes qui sont toujours très surpris parce qu'à l'école, on apprend d'abord à dessiner l'enveloppe extérieure. À l'intérieur, on va dessiner les cloisons avec des normes très standardisées. Une chambre, il faut que ça fasse minimum 2,40 m par 3,20 m, enfin, j'en sais rien exactement pour leur apprendre. Donc, ils dessinent des quadrillages comme ça et ensuite, le mobilier, c'est l'habitant qui se le mettra un peu comme il veut, quoi. Voilà. Ils y pensent pas du tout. Au contraire, on part évidemment d'une enveloppe extérieure parce que je ne suis pas architecte DPLG, c'est-à-dire je ne fais pas la construction, de maison depuis le départ. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord poser les meubles, dessiner les meubles, et ensuite je vais dessiner les cloisons autour. Et je vais placer les ouvertures, c'est-à-dire les portes, en fonction et parfois même les fenêtres, si c'est dans le cadre d'une construction, en fonction du mobilier que j'ai placé. Ça alors? Et oui. Alors là, je suis carrément scotchée. Donc en fait, par exemple, tu vas dire, je suis en train de voir comment est-ce que je peux transposer ça à moi, à mes clients, quand on me demande de refaire des fauteuils. C'est vrai qu'en fin de compte, souvent les gens, tu vois, c'est très intéressant parce que les gens, ils me font venir, par exemple, pour faire des fauteuils et ils ont tout vu autour, mais ils veulent quand même que cet objet, il devienne la pièce maîtresse. Maîtresse, bien sûr. Sauf qu'ils s'en occupent à la fin. C'est dommage. Et c'est vrai, j'ai souvent remarqué que j'arrive toujours. En fait, j'ai souvent constaté que j'arrive à la fin du truc, à la fin du budget. Alors qu'en fin de compte, toi, tu raisonnes dans l'autre sens. Ça pourrait être les premières actions, ça pourrait être de penser d'abord au mobilier que l'on veut pour que ça corresponde bien à toute la famille, à tous les usagers et tout ça. Tout à fait. Alors dans le cadre des tables et chaises, par exemple. Ouais. Tu es uniquement sur plan, hein. Je ne parle pas du volume encore, mais on va en parler après si tu veux. Quand tu es uniquement sur plan, on va dessiner la table. Donc, quand on est dans de l'optimisation avec des petits espaces, on va définir la largeur de la table. Tu vois, par exemple, une table ronde standard, ça fait un diamètre d'1,20 m.
Bon, ben, si on n'a pas la place, on va dessiner plutôt une table d'un diamètre de 90 pour 4 personnes, ça suffit. Mais sinon, on peut choisir une table en rectangulaire selon la disposition de l'espace, tu vois. Une table rectangulaire, elle peut faire uniquement 80 cm de large. Et après, elle peut faire la longueur qu'on veut. Mais déjà, à 80, c'est correct. Même une table de cuisine, tu peux être à 60-70 cm. Allez, 70. Une table bistrot, on est à 60-70. Une table de cuisine, 70 cm, c'est bien. Une table de salle à manger, il faut que ça soit minimum 80. Mais 80, déjà, si tu as de la longueur, ça fait vraiment table de salle à manger. Après, tu vas la mettre en valeur avec des beaux luminaires, des chaises ou des fauteuils que tu veux justement. Ça va participer à l'optimisation d'espace, etc. Par exemple, dans un petit salon, un petit séjour qui doit faire séjour salle à manger, je vais conseiller de mettre, quand on n'a pas la place justement d'avoir des gros fauteuils, on va prendre des chaises, ce qui s'appelle comment ils appellent ça déjà comment ça s'appelle c'est un mix entre chaises et fauteuils. Une chauffeuse. Non. Des fauteuils de salle à manger, en fait, quoi. Tu vois, ça fait chaise. C'est chaise, mais un peu plus cosy, un peu plus enveloppante. Il y a des bras. Il y a des bras aussi. Oui, mais pas forcément, tu vois. Des fois, c'est juste un peu, tu vois, avec un style un peu en gondole, comme ça, où ça peut être un peu… Oui, d'accord. Voilà. Okay. Qui peut éventuellement être mis dans un salon. C'est-à-dire qu'à l'apéro, dans ton salon, tu n'as qu'un petit canapé. Tu peux prendre la chaise de la salle à manger. Si elle n'est pas trop rigide, si elle est quand même un petit peu confortable, hop, elle peut servir de fauteuil, en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Pour recevoir. Après, tu peux faire des poufs, tu peux faire plein de choses comme ça qui sont plus bien en place. Mais, par exemple, si quelqu'un a une maison et donc il a un volume, voilà, c'est un grand rectangle, et tu vas lui conseiller d'abord d'analyser du coup qui sont les membres de la famille, qui va être dans cet espace. Ouais. Quels sont vous allez analyser les modes de vie. Est-ce que vous regardez tous la télé ensemble, ou est-ce que des fois vous vous retrouvez tous ensemble dans la maison, des fois. Et donc si c'est le cas, par exemple, il va falloir un salon où tout le monde va pouvoir s'installer. Donc a priori, on pourrait partir sur le fait que ce serait la première base un des premiers piliers de l'installation de l'intérieur de la maison, autour duquel on va pouvoir agencer les autres pièces, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu fonctionnes comme ça? Est-ce que on peut imaginer comme ça Oui, le séjour, c'est la pièce centrale. Le séjour et la cuisine, on va dire. Alors, il y a toujours la question, est-ce que la cuisine doit être ouverte sur le séjour, etc. C'est toujours un gros débat. Mais c'est clair que le salon, en règle générale, si tu regardes les salons dans les magazines, déco, sur Pinterest et tout, un salon, c'est une pièce qui est pensée pour les adultes. Il y a un beau fauteuil, il y a un beau canapé, il y a une belle télé, il y a un beau papier peint, il y a 3 bougies, un beau bouquin sur la table basse qui fait semblant d'être ouvert négligemment. Ouais. Basta. Tu vois, il n'y a pas d'enfants dans cette maison. Alors que, en vrai, c'est comment un salon? En vrai, chez tout le monde. Il y a des enfants qui traînent de partout, il y a le doudou, il y a les Legos, il y a… ouais, c'est vrai. Il y a même les chaussettes, parfois. Il y a des chaussettes, il y a des trucs qu'on n'imagine même pas. Le bout de sandwich. Exact, le bout de sandwich. Il y a de tout dans un salon. Et c'est quelque chose qui est normal, en fait. Et à un moment donné, il faut juste le dire, il faut vivre avec, tu vois. Quand tu sais que tes enfants, ils sont pas juste dans leur chambre, bien gentiment, bien rangés, à jouer gentiment, et puis à tout ranger les jeux bien sur leur petite étagère dans la boîte, etc. Quand tu sais qu'en vrai, tes enfants, ils sont tout le temps dans tes pattes, ils seront tout le temps dans le salon, pourquoi ne pas leur prévoir justement un mobilier dédié dans le salon? Voilà. C'est-à-dire pourquoi dans le salon, il n'y aurait pas cette place-là pour les enfants avec un bac à roulettes avec des jouets qui traînent, pourquoi pas un mur noir sur lequel on va pouvoir dessiner à la craie. Mais alors ça, là, ce que tu es en train de décrire, c'est de l'architecture d'intérieur, c'est pas de la décoration d'intérieur? Comme je t'ai dit, la décoration, ça fait partie de l'architecture d'intérieur. Mais sauf que la décoration, c'est le décor, en fait. Et si tu veux, ça va participer à l'ambiance, mais l'architecture d'intérieur pertinente et l'optimisation d'espace, ça va être vraiment de se
recentrer sur vraiment qui est l'habitant, comment je vis, comment j'ai envie de vivre et comment… en fait, c'est pas tant comment je vis, c'est aussi comment j'ai envie de vivre en fait. Parce que si tu dis oh ben aujourd'hui on regarde pas la télé tous ensemble, donc on est chacun dans notre coin et tout. Oui d'accord, mais est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de changer Okay. Tu vois? Est-ce que si c'est toujours maman qui fait la lessive et qui machin et qui râle parce que les chaussettes sont toujours à côté du bac à linge sale, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Moi je dis toujours la place justement du panier à linge sale dans une maison. Si elle n'a pas été pensée avant, eh ben, en fait, elle est hyper importante en fait la place du panier. Et alors tu la mets où? Alors ça m'intéresse. Dis où est-ce que tu mets le panier à linge? Alors, il y a plein de solutions. Hein. Je ne dis pas qu'il y a une solution universelle. Ouais. Mais moi, celle qui me convient, en tout cas, c'est juste à côté de la machine à laver et pas de panier à linge sale dans la salle de bain. Ouais. Parce que je ne veux pas justement avoir le panier qui déborde dans la salle de bain et je veux que les enfants ils soient habitués à aller directement juste à côté de la machine et que quand le panier il est rempli, ils mettent eux-mêmes dans la machine directement et ils apprennent à se servir de la machine à laver. Et la machine à laver, je l'ai mis à leur hauteur et non pas en bloc en hauteur. Tu sais, on met souvent lave-linge, sèche-linge au-dessus. Moi, j'ai mis tout à hauteur d'enfant parce que je veux que mes enfants… Mais ils sont grands, tes enfants? Alors, la plus petite vient d'avoir 6 ans, mais enfin, elle sait remplir la machine et vider le lave-vaisselle depuis l'âge de 2 ans. Hein. Oui. Mais par exemple, le lave-linge, c'est très technique ce qu'on est en train de raconter là, mais c'est pas grave. Tu le rentres par-dessus ou par devant? À hublot, hein, pour les enfants, c'est mieux. Ah voilà, d'accord. Donc en fait, oui, c'est ça. C'est ça, en fait, tu réfléchis à tout. Ah ouais. Oui, ça va vraiment dans le détail. Ça va vraiment dans le détail. C'est super intéressant. Ouais. Et donc alors dans ton salon, un petit tabouret devant la machine à laver, justement. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as parce que moi, je suis plus grande qu'eux. Donc, j'aime bien m'asseoir pour mettre le… Exactement. Voilà, ou pour l'enlever. Donc, oui, on s'assoit effectivement partout, dans toutes les pièces, ouais. Voilà. Et du coup, dans le salon, tu as des choses qui sont prévues pour tes enfants? Alors, dans le salon, le canapé, je l'ai designé et fabriqué moi-même avec mon mari. Ouais. Donc, vous faites aussi des fauteuils? Et donc, alors, vas-y, raconte ça, parle de ça. Ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi tu as décidé de le faire toi-même? Parce qu'en fait, c'était ce que je voulais. Ça n'existait pas sur le marché. Ouais. Je voulais une très large méridienne pour 2 personnes qui pourraient me servir en fait à accueillir du monde dans le salon ou à traîner devant un bon film qui serait projeté sur le mur en face. Ou qui pourrait servir de grande méridienne, parce que moi j'avais imaginé une très large méridienne qui fasse en fait une plateforme, quoi, mais qui est grosse comme un matelas en fait, hein, qui fait 1,20 m de large par donc 1,90 m de long, où ce serait rempli de coussins et moi je voyais bien tout un tas d'enfants dessus en train de bouquiner. Voilà. Quand je dis tout un tas d'enfants, j'en ai que 2. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire. Et tout ça. Mais ma maison, je l'ai conçue pour recevoir les cousins et tout ça, quoi, tu vois. D'accord. Parce que, voilà, c'est quelque chose dont j'avais envie quand on a emménagé ici, dans cet appartement, quoi. Ouais, donc ça, c'est intéressant ce que tu viens de raconter à propos de ton canapé parce que ce qui est bien, c'est aussi d'imaginer que les choses ne sont pas figées et qu'on peut fabriquer ce qu'on veut en fonction de ce dont on a besoin pour avoir la vie qu'on veut avoir, quoi, en fin de compte. Absolument. Et qu'il faut pas en fait, t'expliques là en disant finalement j'ai des enfants, ils vont être à niveau pour remplir le lave-linge, mais moi je vais m'asseoir pour remplir le lave-linge. Donc déjà tu inverses le paradigme que l'adulte il a la priorité en fait dans le monde de la famille. Et aussi que tu vas adapter et mettre en place tout ce qu'il faut dans la maison pour que ça corresponde à la vie que tu as envie d'avoir. Tout à fait. Ça, c'est super intéressant. Non, mais soit on se dit que c'est généreux, soit on se dit qu'au contraire, c'est pas que c'est égoïste, c'est juste que moi, je pense à moi, en fait, en pensant à mes enfants. Bah oui. Je me dis que j'ai envie d'être l'esclave de la maison, j'ai pas envie d'être bobonne qui fait tout. Je veux dire, donc, j'ai envie que mes enfants soient autonomes, j'ai envie qu'ils participent aux tâches ménagères, j'ai envie qu'ils puissent ranger leurs affaires tout seuls.
Donc, j'essaie de faire en sorte de créer un environnement où ils puissent justement m'aider, entre guillemets, parce que m'aider, je dis, en fait, c'est pas qu'ils m'aident, c'est qu'ils font ce qui est normal de faire, quoi. Je dis, on est un foyer, on n'est pas, voilà, on cohabite, quoi, donc on grandit ensemble, voilà. Eux, ils me font grandir aussi, hein. Mais c'est vrai que la place des verres, par exemple, hein, souvent on les met dans les meubles hauts, et ben moi je les mets toujours en bas parce que mes enfants sont petits. Donc je les mets dans les tiroirs en bas qui traditionnellement sont réservés aux casseroles. Alors que c'est idiot. Alors qu'en fait, les casseroles, ils vont pas forcément s'en servir à 6 ans, quoi. Non. Exactement. Voilà. Donc un verre d'eau, un enfant de 2 ans, il peut se servir tout seul s'il est en bas et qu'il a une petite carafe déjà, voilà, parce que s'il n'a pas besoin de monter pour aller au robinet, etc. Et le lavabo dans la salle de bain des enfants, il est placé plus bas chez moi. Et mon plombier, je peux te dire que j'ai dû me bagarrer avec lui pour qu'il me le mette plus bas. Il me dit, mais non, mais les enfants, ça grandit. Oui, bah, laissez-les grandir, je vous rappellerai quand ils auront grandi. Eh ben, c'est justement ce que j'allais te demander. Tout à l'heure, c'est vachement intéressant ce que tu racontes parce que tout à l'heure, tu dis oui, tu fais un truc aujourd'hui en pensant que tu vas un jour peut-être le changer. Donc là, ça va être le cas. Un jour, ils vont grandir. Ou alors, tu te dis, bah non, ils viendront avec leurs enfants. Hein? Ou alors, tu te dis, non, ils viendront avec leurs enfants. Ah non, mais… Regarde, aujourd'hui, j'ai une salle de bain d'enfants. Bon, une salle de bain, en moyenne, en France, ça se refait tous les 10-15 ans. Ok. Ok. Donc, moi, j'ai refait la salle de bain de mes enfants, qui n'avait pas… Donc, quand on a emménagé dans l'appartement, la salle de bain n'avait pas été refaite depuis une bonne trentaine d'années. Donc, il fallait le faire, de tous les cas. Le lavabo, je l'ai mis à leur hauteur, c'est-à-dire, c'est pas beaucoup plus bas, en fait. C'est 10 cm de moins que pour un adulte, tu vois. Pas beaucoup plus bas. C'est-à-dire que moi, leur lavabo, je peux quand même m'en servir. Je vais juste me pencher un peu plus, hein, mais ça me coûte pas beaucoup. Ça me coûte, moi, beaucoup moins d'efforts de me pencher plus que eux, de devoir aller chercher le marchepied, là, le tirer, monter dessus, machin, risquer de tomber. Ridicule, tu vois. Direct, ils ont un truc qui est à leur hauteur, le miroir est à leur hauteur, etc. Et j'ai même mis 3 miroirs, en fait, un à hauteur de ma fille, un à hauteur de mon fils et un à hauteur d'adulte. C'est des miroirs hexagonaux comme ça. Mais en fait, voilà, je veux dire, aujourd'hui, ils ont 6 et 11 ans, c'est à leur taille. Si dans 5 ans, je dois faire revenir le plombier pour rehausser le lavabo, eh ben, il n'y a aucun souci. Je veux dire, mais dans 5 ans, en fait, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils se baisseront un peu plus. Et puis, dans 10 ans, je ferai vraiment… refaire le truc. Quand le besoin s'en fera vraiment ressentir, quoi. Je veux dire. Et si un jour, eh ben, ils sont adultes, qu'ils ont des enfants et que cette salle de bain doit être pour des enfants, eh ben, on rebaissera. Enfin, je veux dire, c'est rien de lever d'un lavabo. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça. Ce que tu expliques, c'est qu'il faut… aussi un peu lâcher prise sur ce qu'on peut voir des dépenses de surcoût, de dépenses ou des choses comme ça, là tout de suite aujourd'hui. Parce que finalement, si tu dépenses un petit peu plus pour faire un truc qui va rendre tout le monde plus heureux et qui va faciliter la vie de tout le monde, l'harmonie familiale, elle va forcément être favorisée. Là, on parlait de rentabilité tout à l'heure. C'est clairement rentable d'avoir quelque chose qui favorise l'harmonie familiale. Exactement. Ah, c'est super intéressant, purée. Ça m'a vachement intéressé ce que tu as raconté. Donc, et ben, alors, à propos d'assises, justement, dans les salles de bain, moi, j'aime beaucoup toujours mettre un banc. Je prévois toujours un banc dans les salles de bain, dans les entrées. Dans la salle de bain, parce que c'est plus sympa pour se déshabiller, pour se faire les pieds. Voilà. Dans les entrées, pour enlever ses chaussures, ses bottes, pour glisser les chaussures dessous. C'est toujours sympa, un banc. Voilà, dans la chambre, j'aime bien aussi toujours avoir soit un petit fauteuil, soit une petite coiffeuse avec un petit fauteuil, mais très petit, gain de place, tu vois. Qui va servir à quoi? Parce que souvent, moi, j'ai des clients, ils ont des fauteuils, c'est juste pour la déco, comme ça. Ouais. Il n'y a pas de… Est-ce que toi, tu fais ça, juste un truc pour la déco? Parce que là, dans ce que tu dis, ce que tu as expliqué depuis le début, on a le sentiment que tout ce qui est dans la maison est choisi pour une fonction précise. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce que juste de la déco en fait, ça justifie. Quand tu mets un fauteuil juste pour décorer, entre guillemets,
c'est que tu as beaucoup de place. Donc, tu as besoin de remplir à un moment un coin et tu vas te dire, tiens, un petit fauteuil au coin de la fenêtre, là, c'est sympa. Et ça peut être utilisé, mais dans la réalité, on sait très bien que ce sera rarement utilisé parce que le bouquin, au lieu de le lire dans son fauteuil sur sa chambre, on se met au lit. Soit on se met au lit, soit on se met dans le salon. Bon, voilà. Mais pourquoi pas? En fait, ça dépend des chambres. Si c'est une chambre pour touristes, on va dire, pour un Airbnb, je pense que le fauteuil il sera beaucoup plus utilisé. Parce que lui, le touriste, il va venir juste pour quelques jours, quelques heures, enfin voilà, et que s'il a besoin de bouquiner, il sera content de pas être dans un lit. Il va plus, comme il a peu de place à profiter, il va plus profiter de chaque meuble de la pièce, quoi, tu vois. Mais sinon, quand tu es chez toi, oui, c'est vrai qu'un fauteuil dans une chambre, c'est plus pour faire joli ou pour poser les habits. Voilà. Sauf si tu as une petite coiffeuse. Oui, parce que ça tu vas t'en servir pour te faire belle. Ouais. Et ça va servir aussi en optimisation d'espace. Moi, j'aime bien mettre ça parce que c'est très peu profond. Ça fait 40 cm de profondeur. Hein. Quand tu fais une coiffeuse sur mesure, hein, il suffit d'une planche et 4 pieds. Hein, et hop, tu as ta coiffeuse. Ouais, mais ça, c'est ça. Tu viens de soulever un truc. Tu dis du sur-mesure. En fin de compte, il faut que tout soit pensé de manière en sur-mesure, quoi. Ah ben oui, c'est le pilier numéro 1 de l'architecture d'intérieur pertinente. Ouais. C'était le pilier numéro 1 que tu as dit? Hein? Ça, c'était le premier pilier dont tu nous as parlé tout à l'heure? Oui. Mais quand je dis sur mesure, ça ne veut pas dire que tous tes meubles, ils sont faits sur mesure. Ça veut dire qu'ils sont pensés sur mesure en fonction de l'espace et des habitants. Donc, soit tu le fabriques toi-même, soit tu vas le choisir, quelque chose qui existait déjà, mais en fonction vraiment de l'espace. Pas parce que c'est le meuble à la mode, pas parce que c'est joli dans la boutique, mais parce que ça correspond vraiment à ton espace, à tes besoins, à machin. Ça me fait penser à, là, ce que tu dis pas parce que c'est joli dans la boutique, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez des gens qui me faisaient faire des devis parce qu'ils étaient allés dans un magasin acheter un canapé. Et qu'en fait, compte, le truc était beaucoup trop grand pour chez eux. Parce que dans le salon, dans le magasin, c'était immense. Tu vois, c'était des grands hangars là. Où, et ils ne se rendaient pas compte que ça ne rentrait pas chez eux, quoi, en fin de compte. Ouais. Non, mais ça arrive régulièrement, effectivement. Et moi, je dis toujours, attention, petit espace, petit meuble. Ouais. Et grand espace, grand meuble. Ouais, et souvent, il faut faire du sur-mesure. Ouais, c'est mieux. Okay. Pas forcément du sur-mesure, mais les petits canapés, ça existe. Hein, tu en trouves très facilement. Et les petits fauteuils aussi, ça existe. Et c'est bien. Moi, j'adore les petits fauteuils parce que du coup, tu as l'impression que c'est plus grand chez toi. Tu peux mettre un canapé et 2 fauteuils. Si tu te prends un gros fauteuil, tu circules plus, quoi, tu vois. Donc, la dimension des assises, elle est hyper importante, quoi. Exactement. Ouais, non, mais c'est vrai que les gros, c'est pas trop mon truc, moi, les très gros fauteuils. Sauf si vraiment effectivement, tu as une très belle surface. Et dans ce cas-là, oui, quand tu as un très grand volume, il faut justement tu es obligé, en fait, de mettre des grosses pièces. Mais quand tu as un volume moyen ou petit, il vaut mieux faut faire attention à ça, en fait. Ouais. Et tu veux bien nous répéter les piliers? Combien il y a, t'as dit? 6 piliers? 4 piliers. 4 piliers. Vas-y, répète. Donc, le sur-mesure. Ouais. Le durable. Donc, le durable, c'est certainement un de tes piliers aussi, parce qu'on va parler d'écologie, on va parler de recyclage, de upcycling. On va parler de bien choisir ses matériaux, qui soient des matériaux sains pour ta santé et pour l'environnement. Et puis, donc ensuite, il y a le rentable et le partage. Bon, ok, on va s'en rappeler. Non, franchement, c'est super intéressant et j'ai appris beaucoup de trucs. Je ne sais pas si les gens vont avoir appris des choses, mais moi, j'ai appris des choses. Et en fait, tu as mis des mots sur des choses dont j'avais l'intuition, pas pour ma vie à moi, hein, pour personnel, et je n'avais pas bien tout compris. Et je crois que, il va falloir que je fasse de l'optimisation d'espace. Non, mais je pense que tu as ces 4 piliers-là dans ton métier aussi, hein, en fait. Hein, oui, mais moi, c'est vraiment appliqué qu'au fauteuil.
Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, tu vois, quand les tapissiers, ils arrivent dans des maisons où tout est déjà installé, et d'arriver à intégrer un ou deux fauteuils dans une maison où tout est déjà mis en place au final. Et pour que ça soit optimisé, quoi. Est-ce qu'il choisit la forme du fauteuil ou est-ce qu'il ne fait que le tapisser? Tu vois, c'est ça la vraie question. Est-ce que toi, quand tu interviens, ta cliente, elle a déjà son fauteuil et elle ne veut plus que changer le tissu et le confort, voilà. Ou est-ce que il y a aussi cette réflexion en amont de savoir quelle est la forme idéale de fauteuil? Après, moi, dans mon cas, je fais de la création, de la fabrication sur mesure. Donc, moi, je fais les deux. Je fais je travaille sur des carcasses qui existent déjà, mais je fabrique aussi sur mesure. Donc, pour moi, oui, mais la grande majorité des tapissiers, ils ne font que de la prestation de la restauration, tu vois. Et donc, effectivement, c'est pas toujours évident, quoi. Tu vois, ils ont récupéré, les gens, ils récupèrent un fauteuil chez la grand-mère ou je sais pas quoi, puis ils se disent, mais je veux absolument le mettre chez moi. Sauf que ça colle pas forcément toujours. Et oui, après, si on y tient beaucoup à ce fauteuil, on peut. Il faut faire des concessions. Comment adapter, mais parfois, on peut adapter, quoi. Ouais. Parfois, peut-être qu'il ne sera pas dans le salon, mais il sera dans une chambre ou dans un bureau, ou j'en sais rien. En fait, ça dépend du fauteuil, mais des fois aussi, s'il est trop haut, on va pouvoir lui scier des pieds un petit peu. Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est vrai. Non, mais toi, tu es trop grande. Tu t'assieds, on ne te coupe pas les jambes. Mais moi, je suis pas. Je ne sers pas d'assise. Il n'y a que ma fille qui me considère comme un fauteuil. Mais sinon, non. Mais je rigole, je comprends. Mais non, des fois, c'est vrai, il y a des chaises avec des dossiers trop hauts, c'est très moche. On peut, hop, coupez-moi ça. C'est vrai qu'il faut quand même. J'avais pas vu ça, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on peut aussi un peu s'assouplir et se détendre sur des principes de base et puis Ah ouais. Pourtant, c'est marrant parce que moi, je suis pas très cadrée dans ma tête, mais sur les fauteuils, c'est vrai que j'aurais pas pensé couper les pieds d'un fauteuil. Couper les pieds d'un fauteuil, non, là, vraiment, ça m'a encore jamais mis à l'esprit. Non, mais parce que peut-être, non, mais je dis un fauteuil, mais je sais pas, si tu veux transformer une chaise en fauteuil, forcément, tu vas lui couper un peu les pieds, tu vas lui donner un peu plus de volume, ou tu vas, voilà. Ah, mais c'est vrai que je le fais pas. Si je veux un fauteuil, je me fabrique un fauteuil. Je transforme pas une chaise en fauteuil. Donc, mais pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ok, très bien. Donc, s'adapter. Ouais, hein? Ça peut être sympa, hein? Ouais. Tu l'as fait? Non, je l'ai pas encore fait. Mais... Après, je dis ça. Moi, j'ai transformé dans un appartement une chaise en vide-poche. Je l'ai coupée en deux pour la coller contre un mur. Donc, je te montrerai la photo. Tu verras. C'est vrai, en même temps, je dis ça et pourquoi pas, quoi. C'est vrai. Ouais. Ok. Bon, ça fait un sacré moment qu'on discute. Allez, ça suffit là. On avait dit que ça allait être court, ça y est. Non, en tous les cas, j'ai appris plein de trucs. C'était très intéressant. Je pense qu'on pourra en parler pendant très longtemps. Et il y a plein de choses à raconter. Donc, toi, tu as une formation en ligne, à distance, hein, qu'on peut trouver sur Optimise ton espace. Non. Mon espace. Non, le mien. optimisemonespace.com. Ok. Donc, la formation, c'est la formation de l'atelier Home, comme H-O-M-E, habite et optimise mon espace. Yes. Donc, moi, je vous conseille d'aller regarder le détail de tout ça, si ça vous a donné envie. Et parce que je sais que dans les gens qui regardent ces vidéos que je poste, il y a des gens qui sont décorateurs, qui font parce que quand on fait du fauteuil, on est tapissier, en général tapissier, décorateur. Et je pense que toutes ces notions d'architecture d'intérieur que dont tu nous as donné l'eau à la bouche sont super intéressantes et pourraient tout à fait contribuer au bien-être de tous. Et des tapissiers, et puis de savoir un peu, d'étoffer un petit peu l'offre qu'ils pourraient proposer, quoi. C'est super intéressant. Ouais. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que si tu peux travailler en amont, effectivement, exactement, avec le client pour proposer justement plus de choses, tu vois, tout un salon, en fait, comment tu vas l'aménager, tu vois, mais pas uniquement le fauteuil, mais aussi l'ensemble de fauteuil, canapé, et puis la table qui va mettre en valeur aussi les fauteuils, les rideaux qui vont mettre en valeur les fauteuils, les machins.
le tapis, le buffet. Enfin, de toute façon, c'est travail de. Non, parce que souvent les artisans tapissiers, ils sont concentrés sur leur métier, tu vois. Et ils ont raison quelque part. Ils ont raison. Mais c'est vrai que si tu peux travailler sur la partie qu'il y a avant. Oui, voir la manière d'un peu plus globale et voir qui va utiliser, ça peut être quand même assez intéressant. Ou alors tu travailles en collaboration avec quelqu'un qui fait ça très bien. Ouais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder. Elle a plein d'articles, Maëlys, sur son blog, sur son site. Et donc déjà pour avoir des premières notions, c'est très intéressant d'aller regarder. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Okay. Bah ouais, carrément. Et puis il faudrait que tu m'écrives un article sur les fauteuils. Ok, d'accord, je vais réfléchir à ça. Super, très bien. Très bonne idée, merci beaucoup de la proposition, je vais faire ça. Bon, merci beaucoup Maëlys. Je te laisse parce que je sais que tu as vachement de boulot à faire. C'est gentil. Une énorme working girl. Bah là, moi j'ai coaching maintenant avec mes élèves du programme Homer Pro qui veulent se reconvertir, qui se reconvertissent d'ailleurs. Un accompagnement sur leur première année d'activité. Un an pour vivre définitivement de sa passion. Je rigole parce que moi aussi je fais ça. J'accompagne comme ça les gens avec les fauteuils quoi. Mais ouais, donc là ta coaching, je sais que c'est vachement dynamisant et que c'est super agréable à faire. Alors je te laisse y aller. Allez, salut. Merci beaucoup. Allez, ciao, à très vite. Ouais.